on ne peut pas passer à côté de ça. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui voulaient faire modifier la loi pour que pour des projets classés au-dessus du lot d'importance nationale, on pourrait faire fi de l'archéologie. Moi, je suis pas d'accord. L'histoire, vous la regardez totalement, vous la regardez pas, parce que si vous manque un morceau. Donc à chaque fois que vous avez la possibilité d'en avoir un morceau, il faut l'étudier. Donc voilà, et il faut l'intégrer. Alors c'est un coût, on dit que ça coûte de l'argent, oui, d'accord, mais en fait, c'est notre histoire. Et l'histoire racontée par les archéologues, moi j'aime bien. L'histoire racontée par des historiens qui racontent leurs histoires, j'aime moins. Bonjour amis auditeurs et auditrices de Chartrissimo, l'hebdo de Radio Rancière entièrement dédié à l'actualité de la ville de Chartres et de sa communauté d'agglomération nommée Chartres Métropole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un quartier qui m'est cher parce que j'y habite et qui a une forte identité, une identité qui a été notamment entretenue et valorisée pendant de longues années par un certain Jackie Baroche. Vous le connaissiez bien, Jean-Pierre Gorge, vous en avez même fait un citoyen d'honneur. Et on pourrait peut-être juste commencer par dire deux mots de Jackie. Oui, je le connaissais bien. Oui, bon, c'est quand même un phénomène, hein, Jackie Baroche. D'ailleurs, il a été dans l'équipe municipale de mon prédécesseur, de Georges Lemoine. Alors, vous savez que c'était un chanteur, il chante très très bien. Les 4 Alex, les 7 Alex. 7 Alex, oui, c'était le groupe vraiment à la mode ici à Chartres dans les années, je pense, 60, 70. Et ils ont continué de chanter puisqu'on les a produits, Chartres Expo, tout ça. Oui, alors c'est devenu un copain. Et puis bon, j'ai bien vu ce qu'il faisait en bas avec la commune libre de Saint-Brice. C'est assez remarquable, quoi. Des gens qui se battent pour leur quartier comme ça, c'est un personnage. Il a organisé beaucoup de choses, de manifestations. Hein. La fête des vendanges, chaque année. Il a planté la vigne, enfin beaucoup de choses. Donc voilà, donc on lui doit un peu de respect. Et puis bon, il est toujours avec nous. Et puis on va l'installer dans la postérité, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Voilà. Alors Saint-Brice, je sais que c'est un quartier que vous aimez beaucoup. Alors vous aimez tous les quartiers de Chartres, bien sûr, je l'imagine. Mais le quartier Saint-Brice est intéressant à plus d'un titre pour quelqu'un qui s'intéresse, comme vous, à l'archéologie. Peut-être dire deux mots, évidemment, de l'église Saint-Martin-au-Val, parce qu'il y a un projet en cours qui serait peut-être de la rouvrir au culte. C'est d'ailleurs le souhait de Jackie Baroche, et peut-être qu'on va assister à la chose. Oui, c'est une promesse que j'ai faite à Jackie, mais en fait, moi, je dis pas le quartier de Saint-Brice. Je trouve Saint-Brice, vous savez, c'était l'hospice, hein. C'est pas un EHPAD, c'était l'hospice, c'était aussi les abattoirs. Oui, il y a une connotation qui est pas très bonne. Moi, je l'appelle le quartier de Saint-Martin-au-Val, et avec les habitants, j'ai vu, on va ancrer ça à Saint-Martin-au-Val. Je préfère plus Saint-Martin-au-Val que Saint-Brice, parce que, bon, il y a cette église avec cette crypte semi-enterrée, là, 5e-6e siècle, et puis ce sanctuaire qui a été trouvé, donc c'est quelque chose de considérable. Les abbayes, il y a un patrimoine intéressant. Extraordinaire. Oui, mais la ville, elle n'est plus là que dans la partie haute. Hein, la cathédrale, c'est bien après. Hein. Et il y a 1000 ans qui séparent les deux endroits, quoi. Donc, vous voyez, donc c'est important de capitaliser sur ce quartier. Alors, bien sûr, cette église, elle est toujours consacrée, donc ça, c'est important. Elle est toujours affectée au culte, mais on veut essayer d'en faire un usage un peu double. C'est-à-dire que le culte va se réinstaller, et moi, j'essaye de tenir cette promesse que la messe de Noël se fasse à Saint-Martin-au-Val. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des fouilles intéressantes, puisqu'on a trouvé un certain nombre de sarcophages, un certain nombre de... Bon, c'est toujours émouvant, l'ouverture d'un sarcophage. Ah oui, là, on se demande sur quoi on va tomber. C'est vraiment, ça fait drôle, quoi. Alors, moi, l'acte, je ne l'aime pas. Parce que je vois beaucoup d'émissions là-dessus. Hein. Oui, on a tendance à vouloir ouvrir toutes les boîtes. C'est une profanation un peu. Pour moi, mais je suis partagé, parce qu'en même temps, je veux voir ce qu'il y a dedans, quoi. Mais je préférerais des radios où on me montre ce qu'il y a dedans, mais ouvrir, j'aime pas. Mais je peux pas m'empêcher de regarder quand même. Et puis à chaque fois qu'ils ouvrent un sarcophage, ils m'appellent. Donc je viens voir. Mais je trouve qu'il y a un acte un peu... on repose là. Ces gens-là ne se sont pas fait incinérer. Voilà, ils dorment là, tranquilles. Bon, ça me fait un peu drôle, quoi. Voilà. Alors c'est un lieu historique extraordinaire parce que, comme vous l'avez dit, c'est bien plus ancien que la cathédrale. Et les évêques de Chartres, Fulbert lui-même, passaient la nuit en méditation à Saint-Martin-au-Val à la veille de leur ordination. Oui. Ils passaient tous par là. Oui. Ça, c'est bien de connaître tout ça. C'est-à-dire qu'ici, quand même, il y a une histoire très particulière. Quand même. C'est une ville
Hein, elle est grande, quoi. Hein, c'est important. Et d'ailleurs, moi, je le sens de plus en plus, hein, parce que quand vous venez habiter ici, vous savez pas tout ça. Au fur et à mesure, on se cultive. Et aujourd'hui, je commence à en savoir pas mal, parce que, en fait, j'ai une multitude de professeurs d'histoire, des vrais, qui, notamment les archéologues, mais qui complètent l'information. Donc moi, j'ai une bonne mémoire. Je mémorise bien les choses. Donc, j'agrège tout ça, et puis je commence à me faire une idée de cette ville. Alors, il y a des périodes où, pour moi, c'est pas très clair. Vous voyez, c'est ce que... Alors, le début du Moyen-Âge, quoi. Vous voyez, 5, 6e, toutes ces choses-là, cette période-là, je les comprends pas trop dans la ville. Alors, les archéologues, ils connaissent bien, vous voyez, le premier et le deuxième, parce que là, il y a du romain, il y a beaucoup de choses. Et puis après, au 10e, là, on commence à retrouver les choses. Mais entre les deux, c'est cette partie-là qui... d'ailleurs, Mathias, le directeur d'archéologie, travaille pour éclairer ce qui s'est passé là. D'ailleurs, pourquoi ça s'est peut-être un peu endormi dans cette période-là, et après, pourquoi ça s'est... Après le 10, 12e, 13e, pourquoi ça s'est réveillé, et après, ça s'est réendormi, quoi, vous voyez. Et là, maintenant, c'est réveillé. Ouais. Alors, notamment grâce, justement, aux découvertes extraordinaires du sanctuaire gallo-romain qui a été fait, finalement, derrière l'église. Il faut qu'on en parle, parce que vraiment, c'est une découverte majeure, hein, pour l'archéologie mondiale, presque. Ah ben bien sûr, et ça, c'est dans les années 90, là, entre 95 et 2000. Ils voulaient faire des constructions aussi. L'idée, c'était d'urbaniser, là, vous voyez, donc... Et en grattant un peu, vous savez, l'archéologie, en fait, tout le monde a peur, mais il ne faut pas avoir peur de l'archéologie. En général, même on fouille les poubelles, parce que souvent, c'est là où vous trouvez la vie, comment ça se passait. Donc, et tous les objets, après, on ne les garde pas. Et puis, alors, de temps en temps, quand on tombe sur des objets intéressants, eh bien, on les analyse, mais on les garde, on les met de côté. On a des centaines de milliers d'objets qui sont stockés chez nous. Hein. Et puis, de temps en temps, il y a quelque chose qui est là, du solide, il ne faut pas y toucher, quoi. Il doit rester là. Mais il y en a très peu. Hein. L'éperon des épards, on pouvait l'enlever. Mais vous vous rendez compte, quel sacrilège si j'avais enlevé l'éperon des épards. Et là, vous avez vu que Porte Morard, on a trouvé l'équivalent de l'éperon. Alors ça s'appelle, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il a un nom, mais c'est une défense de la ville. Et voilà, donc ça, on va le conserver. Alors qu'on pourrait l'enlever, mais on va le garder dans l'histoire. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on a des projets comme ça urbanistiques, il faut en passer par un diagnostic d'archéologie préventive. On pourrait penser que ça freine les projets, que les élus sont rétifs, mais finalement, c'est faux, quoi. Hein. Si votre projet est bien organisé, parce qu'il y a tout un tas de phases dans les projets, aujourd'hui, vous savez, avec toutes les contraintes qu'on a là, maintenant, qui ont été posées, les études d'impact, un certain nombre de choses, vraiment... ce qui devient impossible, mais je pense qu'un jour on fera un peu de marche arrière sur tout ça, eh bien vous avez le temps de glisser toutes ces études-là, vous pouvez les faire. Donc, et si votre projet est bien monté, eh bien vous faites de l'archéologie et les travaux suivent. Regardez l'exemple, c'est le parking ici. 700 mètres de long, il y a de l'archéologie tout le long, et ça n'a pas gêné. Ce parking s'est fait en moins de 18 mois. Donc vous voyez que l'archéologie n'a rien gêné. Non, c'est l'organisation du projet qu'il faut bien faire. Et puis, on ne peut pas passer à côté de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui voulaient faire modifier la loi pour que, pour des projets classés au-dessus du lot d'importance nationale, on pourrait faire fi de l'archéologie. Moi, je ne suis pas d'accord. L'histoire, vous la regardez totalement, vous ne la regardez pas, parce que si vous manquez un morceau... Donc, à chaque fois que vous avez la possibilité d'en avoir un morceau, il faut l'étudier. Donc, voilà, et il faut l'intégrer. Alors, c'est un coût, on dit que ça coûte de l'argent, oui, d'accord, mais en fait, c'est notre histoire. Et l'histoire racontée par les archéologues, moi, j'aime bien. L'histoire racontée par des historiens qui racontent leurs histoires, j'aime moins. Regardez comment il y a l'histoire de Jeanne d'Arc. Il y a plein de choses. Et bon, Marignan, on est sur Marignan. Comment ça s'est passé ? Les gens racontent des choses qu'ils n'ont pas vues, où il y a des choses où on ne peut pas les expliquer. Alors que les archéologues, c'est des scientifiques. Les historiens... Alors, vous aviez un projet pour ce quartier que j'appellerai désormais donc quartier Saint-Martin-au-Val, un projet à l'étude avec Paul Chemetov il y a quelques années. Donc, Paul Chemetov, je rappelle, c'est l'homme de la médiathèque. Un projet autour de l'archéologie du passé gallo-romain de la ville. Paul Chemetov nous a quittés. Qu'est-ce qui reste du projet ? Est-ce qu'il y a un projet alternatif à l'étude ? Non, il est toujours là, le projet, mais vous ne vous rendez pas compte, mais on avance avec en schéma ce projet.
Et c'est la réorganisation des 60 hectares là, qui sont à côté des 3 ponts. Là, vous voyez, bien sûr, les abbayes, tout ça. Alors, il y a des choses qui ont été posées, alors j'allais dire maladroitement, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Vous voyez, la résidence des Bordeleurs, d'ailleurs, où ma mère est décédée. Donc, elle est posée à un endroit un peu stratégique, où en dessous, il y a des fouilles. Mais vous savez, ces structures-là, c'est pareil, c'est pas durable. Dans 30 ans, 20 ans, 30 ans, la résidence sera obsolète. Au moment de la défaire, on fera attention parce qu'on sait qu'en dessous, il y a des choses. Et on va le faire partout. Et à chaque fois qu'on a l'occasion, on enlève des morceaux et en tenant compte de ce qu'il y a en dessous. Maintenant, on sait que ça fait 300 mètres de long sur 200 mètres de large. Donc, dans ce rectangle qui est immense, il n'y a pas deux choses comme ça connues en Europe. Dans l'Europe romaine, on ne connaît pas de choses comme ça. Donc, on va faire attention partout. Au fur et à mesure, on travaille, on avance gentiment. On ne peut pas se mettre à dire on va tout déterrer et tout ça. C'est pas ça. Une opération comme ça, c'est sauvage. Pompéi, moi, j'y suis allé la première fois à Pompéi. Écoutez, je pense qu'il y a, je prends l'âge de ma fille, il y a peut-être 45 ans, ou peut-être presque 50 ans, oui, Pompéi. Donc c'était déjà bien fouillé, mais les fouilles ont continué. Et d'ailleurs, Pompéi était plus avancé en fouilles qu'Herculanum. Là, cette année, j'ai envie d'aller voir Herculanum, parce qu'on a des bassins, on a trouvé des bassins ici, où la seule réplique était à Herculanum. Ouais. Donc, bassin d'ablution, c'était extraordinaire de voir. Moi, ça me fascine. Donc, je vais peut-être essayer de faire un passage cet été, Herculanum, Pompéi, vous voyez, donc pour me réimprégner de ça, parce qu'en plus, les fouilles ont dû évoluer. Moi, j'ai vu beaucoup d'émissions, parce que maintenant, il y a des belles émissions qui nous montrent un certain nombre de choses, parce que des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer, maintenant ils les expliquent. Quand on trouve des objets regroupés à un endroit, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'incendie, tout ça. Mais en fait, ça a été pillé. Il y a des gens qui ont pillé. Et donc, il y a des choses qui ont été rassemblées après. Vous voyez, entre 79, l'éruption, et puis aujourd'hui, il y a des périodes, les gens ont été chercher des richesses dedans. Donc, on explique tout ça. Donc ça, c'est fascinant. C'est mieux que n'importe quel film de science-fiction, quoi. Vous voyez, ça je suis passionné par ça. Alors, j'ai visité les réserves du service de Séchartres Archéologie il y a quelques années. Moi, j'avais été très, très impressionné du volume. Est-ce qu'on peut penser à un musée de l'archéologie ou quelque chose qui pourrait montrer... c'est aux abbayes de Saint-Brice. Oui, aux abbayes de Saint-Brice. Ouais. Mais aux abbayes de Saint-Brice, alors d'ailleurs, j'ai sauvé les 2 bâtiments qui sont à l'arrière, parce que les hôpitaux de Chartres voulaient les casser. Et là, j'ai tapé sur le doigt du directeur, j'ai dit, écoutez, là, ici, vous allez casser des bâtiments, c'est quand même, les hôpitaux de Chartres, c'est pas la ville de Chartres. D'abord, le président des hôpitaux, il est maire de la ville, vous nous demandez avant de casser ça. Donc, j'ai récupéré ces 2 bâtiments, comment ça s'appelle, Renoir Saint-Loup et... comment s'appelle le deuxième, c'est pas Reverdy peut-être ou quelque chose comme ça. Et donc il y a 2 bâtiments qui peuvent servir à stocker, présenter des collections. Donc ils sont un peu fragiles. Alors il faut faire attention, peut-être mettre des pièces lourdes en bas, mais on doit pouvoir les réutiliser. Mais dans les abbayes, sur le rez-de-chaussée, ce sera un musée. Et les archéologues sont installés. Non, c'est Renoir Saint-Loup et Reverdy, je crois. Et donc, à l'étage, vous avez l'équipe d'archéologie. Il y a toujours une 50aine de personnes qui sont là. Donc, un lieu magique. Vous vous rendez compte, les abbayes, vous va y avoir le musée au rez-de-chaussée. En haut, les archéologues qui sont là à plein temps, travailler avec le sanctuaire qui est autour. Vous avez l'église Saint-Martin-au-Val qu'on remet en condition. Quel beau site, quoi. Et à chaque fois qu'on aura l'occasion, je vous dis, au niveau santé, on a des établissements, moi j'ai toléré que ça reste encore un peu, parce que les hôpitaux de Chartres ont engagé quelques travaux, mais bon, il faut mettre quand même le personnel et les patients dans le confort. Mais j'ai expliqué à l'hôpital qu'un jour, ça, il faudra le retirer. Donc, dans nos réflexions, dans les transformations, l'évolution des hôpitaux de Chartres, il faut en tenir compte, voilà, un peu partout. Il y a une résidence du Crous là, qui a été faite, qui est affreuse. Donc, en plus, elle est moche. Un jour, il faudra enlever ça et puis trouver des solutions pour les étudiants. Et quand on fera ça, on élargira ce parc et ainsi de suite, quoi. Et Saint-Martin-au-Val redeviendra Saint-Martin-au-Val. Alors après, il y a toute la partie Chemetov avec la prairie humide.
Il y a des choses qui sont en préparation, donc on travaille avec ça. Moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire que de réfléchir, avoir une vision, on fait des dessins, on va chercher des gens qui savent réfléchir. D'ailleurs, chez Méteuf, il est marrant parce que quand vous prenez la diagonale du sanctuaire, vous tirez la diagonale et vous tombez sur le promontoire où il y a la cathédrale. Donc il doit y avoir un lien, hein, parce que les Romains étaient devant la cathédrale, puisque les fouilles de 93 l'ont montré, et quand vous tirez cette diagonale, vous tombez sur le promontoire. Donc, rien n'est jamais fait par hasard. Ah, non, et Chemetov a mis en évidence tout ça. Donc, alors, dans son projet, il enlevait le camping, parce que là, il trouvait que la petite forêt, là, le petit coteau, il fallait le laisser comme ça, mais je pense que le camping est pas mal là-dedans, ça se transformera, tout ça, c'est quand même discret, on voit pas les choses. Oui, on met les camping-cars là-bas sur les côtés, et dedans, on a tendance à faire des petites maisons sympas en bois, donc tout ça, ça se mêle bien au paysage. Mais à terme, on pourrait retirer aussi tous les terrains de sport, les mettre autre part, parce que pour des terrains de rugby, tout ça, on peut mettre ça peut-être sur le plateau là-haut, on a quelques idées. Et puis en bas, planter des choses, faire quelque chose... Des beaux jardins, quoi, parce que c'est des beaux espaces quand même. Hein, donc voilà, il y a plein d'idées comme ça. Chez Méteuf à dessiner, et il vous dit, et à chaque fois qu'on a l'occasion, on pose une brique comme ça. Ouais. C'est pas des projets, c'est pas brutal, comme on fait au Rijard. Ouais, au Rijard, il y a des gens qui voudraient avoir, j'entendais là, nos opposants avoir des projets, il faut faire ci, il faut faire ça, ouais. Hein, et le fascisme ne passera pas, attention. Hein. Non, moi je préfère qu'on pose des arbres de temps en temps, on leur fait un chemin. Voilà, on bricole comme ça. Mais... Rome ne s'est pas faite en un jour. Non, et moi j'aime bien ce type de construction. On pose comme on fait dans la ville. Regardez, des arbres, il y en a partout. Hein. Partout. Mais on a coupé les robiniers. Attention, c'est gras. Vous avez vu le parc Bernadette Joachim ? Vous vous rendez compte que sur cet hectare-là, 1 hectare, enfin 7 hectares, c'est 7 CET, il y a planté 15 000 arbres, arbustes et vivaces. Les vivaces, des petits trucs, parce que la nature, c'est pas que des arbres, hein, plein de choses. Eh bien, rien que sur cette à peine 1 hectare, on a planté 15 000. Donc voilà, moi j'aime bien comme ça, planter, traiter la ville comme un jardin, chaque fois qu'on a l'occasion. Ça peut être un lampadaire, ça peut être un banc, mais voilà, on avait fait une opération 1000 bancs, on fait 1000 arbres, voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorche. Fin de cette émission de Chartrissimo que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site www.radioranciel.fr. À la semaine prochaine.